Bienvenue sur Newcomers, le podcast qui te fait découvrir les créateurs et les artistes de demain. On part à la recherche de pépites dans toute la France. Si tu veux postuler pour être interviewé, contacte anubis.community sur Instagram. Sur ce, je te souhaite une excellente écoute. Aujourd'hui dans Newcomers, j'accueille un futur grand journaliste sur la scène sport. En tout cas, je te le souhaite. Salut Antoine. Bonjour à tous. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Alors, je m'appelle Antoine, j'ai 20 ans et je suis étudiant en management du sport. Et je suis le créateur du média Abel Sport, un média qui parle de sport et qu'on peut retrouver sur les différents réseaux sociaux. Quels sont les différents réseaux sociaux où on peut te retrouver ? Alors, on peut retrouver Abel Sport sur pas mal de réseaux sociaux, principalement sur Instagram, sur Twitter aussi, maintenant qu'on appelle X, et sur TikTok, c'est là où je suis, on va dire, le plus présent. Mais il existe également des comptes Abel Sport pour Facebook, pour YouTube et pour LinkedIn. Après, pour le moment, malheureusement, ils sont un peu délaissés par manque de temps. Et enfin, petit exclu, mais il y a un site web vitrine qui est en préparation depuis quelques temps. Pourrais-tu nous dire précisément en quoi consiste ton travail en tant que média sur le sport ? Parce que c'est vrai que pour les internautes qui nous écoutent, c'est pas forcément évident de comprendre. Alors, pour ma part, le but d'Abel Sport, ça va être de parler de l'actualité sportive. Donc, on peut y retrouver pas mal de statistiques, des petites histoires croustillantes, des anecdotes, des actualités, des citations, des petits jeux, des petits quiz sur pas mal de sujets différents qui concernent le sport. Initialement, j'avais plutôt commencé à me concentrer sur l'actualité sportive, mais étant seul à gérer le compte, c'est très compliqué de sortir, on va dire, des news de manière régulière, surtout que c'est un marché très concurrentiel où il y a tellement de médias différents qu'il faut être super rapide, et donc j'avais pas cette capacité pour me démarquer par rapport à la concurrence. Et voilà, donc parfois, avec les cours et tout ce qu'il y a autour, il arrivait que je publie des articles quelques jours après concernant des sujets, et donc ça avait tellement moins d'intérêt au final. Et donc maintenant, j'essaye de miser mes publications, on va dire, plus sur le visuel et surtout sur des anecdotes, des histoires. Euh, voilà, essayer de changer, on va dire, un peu mon fusil d'épaule, étant donné que l'actualité sportive, c'est plus compliqué pour le moment. Super, quand as-tu commencé à BL Sport pour avoir une idée ? Alors la date exacte, c'est le 23 août 2021, donc on est aux 2 ans maintenant. Mais après, Abel Sport a été modifié parce qu'il y a un an, j'ai dû recréer le compte car malheureusement, il avait été supprimé à cause d'une vidéo que j'avais postée. Il y a eu un petit problème de droit d'auteur et donc j'avais dû recréer le compte à partir de zéro. Et là encore actuellement, malheureusement, j'arrive pas à retrouver les statistiques et le nombre d'abonnés que j'avais avant sur le premier compte. Mais on continue d'y travailler et on espère que j'arriverai à atteindre les chiffres que j'avais avant. C'était une vidéo sur quoi ? Alors c'était un point de tennis et un beau point de tennis, ça durait une trentaine de secondes et je pense que voilà la chaîne qui diffusait le match n'a pas dû apprécier, je pense. En plus, ça arrive super rarement. Tu tournais à peu près autour de quelle stat sur ton premier compte ? Alors déjà j'avais quasiment le double d'abonnés que je n'ai actuellement sur Instagram et en termes de chiffre de likes c'était ouais, au moins multiplié par 2 ou par 3, c'était des stats un peu plus élevées tout de même que celles d'aujourd'hui. J'arrive pas à retrouver un peu la petite formule magique qui a fait que ça avait marché un peu mieux la première fois. Mais on va continuer à persévérer. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Après, de mon avis, je pense aussi que ça a pas mal changé au niveau des algorithmes et qu'il y a des réseaux sociaux qui sont peut-être moins intéressants avec le temps et peut-être que tu fais mieux qu'avant, mais tu peux pas forcément le voir à cause de ça. Oui, effectivement, peut-être que c'est ça. En tout cas, aujourd'hui, je me concentre beaucoup plus sur mes visuels. Si je compare mes visuels de mon ancien compte et celui d'aujourd'hui, je pense que j'ai pas mal progressé, même si je peux encore faire mieux. Et voilà, j'essaie de faire des publications aussi plus courtes en termes de quantité de texte en dessous, parce que c'est vrai que les gens sur Instagram, sur les réseaux sociaux, ils vont avoir tendance à scroller très vite et à consommer vite. Donc ça sert à pas grand-chose de faire des gros pavés explicatifs. Voilà, vaut mieux une petite phrase brève pour expliquer de quoi on parle et les gens voient à quoi ils ont affaire. Alors, du coup, j'imagine qu'en créant ton deuxième compte et en expérimentant peut-être d'autres réseaux sociaux, tu as pu te forger une opinion différente. Quel est ton réseau social favori actuellement pour créer du contenu ? Complètement Instagram.
Complètement Instagram parce que c'est le réseau où déjà j'ai le plus d'abonnés actuellement et où je fais les meilleures statistiques. Mais c'est aussi parce qu'il y a une possibilité de faire tellement de choses sur Instagram. Euh, je trouve, parfait pour mettre en valeur des beaux visuels comme je tente de faire depuis un certain temps. En plus, tu as d'autres possibilités avec les Reels. Tu peux également toucher les gens avec des stories. Enfin, il y a tellement de possibilités. Et donc, en plus, c'est sur Instagram que le projet a débuté. Donc, ouais, je choisis Instagram. Est-ce que tu penses que tu vas te lancer sur Threads après quand ça sortira? Je t'avoue que j'ai pas vraiment réfléchi à à cette opportunité-là. J'ai d'autres projets. D'ailleurs, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Mais non, pas pour le moment en tout cas. Ok, super. Quel est ton sport préféré parmi ceux que tu traites? Ah, c'est une question vraiment très difficile. Je dirais il y en a quatre pardon, qui vont se détacher. Le football, le rugby, le tennis et le cyclisme. Après, en choisir un seul, c'est pas évident, c'est pas facile. D'un côté, j'adore le rugby, qui est pour moi le sport avec les meilleures valeurs, notamment avec une des notions qui est très importante, c'est le partage. Et j'espère que le rugby pourra continuer à encore se développer, parce que c'est un sport qui est très beau à suivre et qui est vraiment porteur de belles valeurs. Je suis également un amoureux de tennis. C'est un sport que je trouve assez sous-coté. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça un peu ennuyant, un peu barbant. Mais je vous assure que si vous regardez les bons matchs dans des bonnes conditions, ça peut vraiment être un sport magique. On l'a encore vu il y a quelques jours avec la finale à Cincinnati entre Djokovic et Alcaraz. C'était un grand moment de sport. Donc le tennis, j'adore ça aussi. J'admire également le vélo, comme je l'ai dit, parce qu'il y a vraiment c'est l'un des sports les plus difficiles. Tu vas au-delà du physique, c'est aussi un mental, c'est tellement impressionnant. Je suis admiratif devant ce que font ces cyclistes. Mais après, si je dois en choisir un, du coup, je choisirais le football parce que c'est le sport où j'ai le plus de connaissances, notamment historiques, sur ce qui s'est passé par le passé. Et c'est un sport aussi intéressant à suivre parce il est homogène. Il y a tellement de pays, de clubs qui sont développés voilà, il y a du talent partout et donc il y a une opportunité d'avoir du suspense dans des grandes compétitions qu'il y a peut-être moins dans d'autres sports. Et as-tu déjà pu rencontrer des sportifs de haut niveau? Alors oui, effectivement, j'ai eu la chance d'en rencontrer certains. J'ai pu échanger, discuter avec eux. C'était toujours des moments très sympas. D'ailleurs, il y a quelques mois, sur une course de VTT avec la chaîne TV8 Mont Blanc, j'ai pu travailler avec eux et j'ai pu croiser et collaborer avec Miguel Martinez, donc qui est un ancien champion du monde olympique de VTT. Et donc, on a travaillé ensemble sur une journée. C'était un moment très sympathique. Étant aussi étudiant à Chambéry, c'est également très fréquent de croiser des coureurs d'AG2R Citroën. Donc voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Il y en a d'autres sûrement. Il y en a avec qui aussi j'ai eu l'occasion d'échanger par message. Je pense là de tête à Pierre Boubi, qui est journaliste à l'équipe et ancien footballeur. Je pense à Nasser Larguet, qui a entraîné l'OM pendant quelques matchs. Il avait été coach intérimaire. Il y a pas mal de journalisme. Ouais, il y a quoi d'autre? Je sais de tête, il y a des pilotes de F2, de F3. Ouais, il y a pas mal de gens avec qui j'ai eu l'occasion d'un peu échanger par message aussi. Et puis après, bien sûr, les sportifs, les grands sportifs que j'ai pu rencontrer à des événements, voir en vrai, même si j'ai pas pu discuter avec eux. Non, c'est bien, tu te fais déjà un petit réseau et je te souhaite de pouvoir interviewer ou alors faire des articles sur des grands sportifs dans les années à venir. Ah, ce serait génial. Penses-tu que les nouveaux médias sur les réseaux sociaux remplaceront le journalisme traditionnel? Alors déjà, je pense que les journaux physiques et tous ceux qui rédigent des articles, on va dire, assez longs, sont en perte de vitesse. Notamment grâce ou à cause, on ne sait pas trop, du digital, parce que les gens vont avoir plutôt tendance maintenant à s'intéresser à voilà, ils sont peut-être moins intéressés par la lecture. Aujourd'hui, on va plutôt préférer regarder une petite vidéo ou un audio qui est bien expliqué plutôt que de lire. Et ça va rendre la chose, on va dire, plus vivante. Maintenant, effectivement, les médias, je pense qu'ils l'ont compris. Ils vendent peut-être moins de papier, mais vont du coup s'axer beaucoup sur les réseaux sociaux. On le voit d'ailleurs parce que les grands médias sportifs, ils sont présents sur les différents réseaux sociaux, même s'ils vendent également du papier. Et donc, on constate que vraiment l'avenir des médias est là-dedans. Et alors ça, sans réel jugement, mais j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de médias traditionnels qui passent sous un format presque putaclic. Mhm. Et au Ouais, c'est final, vrai, quoi. C'est quelque ouais. chose qu'on retrouve beaucoup. Alors là, je n'ai pas qui viennent en tête, mais c'est vrai que
Maintenant que tu me dis ça, effectivement, avec un grand joueur brésilien signé ici, voilà, bon, faut faire son chiffre, comme on dit, et c'est une façon aussi de se démarquer. Voilà, je sais pas si on peut appeler ça du putaclic, tout dépend ce qu'on met vraiment dans le titre, mais c'est vrai que parfois c'est très aguicheur, on va dire. Disons que je pensais au fait qu'on fasse de plus en plus de contenu dérivé. On va plutôt parler des Mhm. sextapes de Neymar, des choses comme ça, quoi. Ah, c'est des choses qui attirent, qui forcément l'extra sportif et intéresse aussi également le public. Et c'est vrai que parfois on entend aussi beaucoup parler ouais, des relations de joueurs, des aussi beaucoup de choses. J'ai l'exemple en tête qui me vient, celui de Benjamin Mendy avec le procès et les différentes accusations de viol. Donc c'est vrai que c'est des choses aussi. Les faits de société comme ça intéressent également, que ça soit parfois aussi des fake news parce qu'il y en a également. Et il faut essayer de faire abstraction de tout ça et voir un peu, surtout être bien renseigné et avoir on va dire, la lucidité de regarder les sources auxquelles on a affaire. Mais est-ce que tu penses que les réseaux sociaux, ça a amplifié ce phénomène? Ou ça a vraiment toujours été comme ça, avec beaucoup de news people au milieu du sportif? Oui, oui, je pense que les réseaux, ça a encore ajouté parce qu'en plus, il y a une possibilité pour tout le monde de publier de manière tellement rapide. Donc c'est sûr que moi, si j'ai envie, par exemple, de parler d'un sujet ou même de lancer une rumeur, sur les réseaux, ça peut aller très très vite et ça peut parfois être même pris au sérieux. Donc tout va tellement vite aujourd'hui dans notre monde que forcément il faut s'adapter aussi à tout ça et c'est une contrainte voilà, qui est pour les sportifs, aussi pour les médias, un peu pour tout le monde, on va dire. Bon bah merci pour ton avis, on va complètement changer de sujet. On ressent de plus en plus l'émergence de l'IA dans la création de contenu en ligne, en partie sur les médias de sport comme le tien, ou même sur ce que je fais moi. Est-ce que tu utilises l'IA et dans quelle mesure tu le fais si c'est le cas? Alors pour Abel Sport, je m'en suis très peu servi. À chaque fois que je m'en suis servi, c'était pour des publications. C'est-à-dire, par exemple, j'avais utilisé ChatGPT et je lui avais demandé de me faire un classement des 25 meilleurs joueurs de l'histoire du football. Voilà, c'était un but, on va dire, uniquement de faire. Le but était uniquement de faire du divertissement. Je me rappelle, j'avais également demandé à l'IA de Canva de me faire un petit jeu. C'était, il y avait une possibilité en fait de pouvoir dessiner, enfin demander qu'il te fasse un sportif connu sous la forme de dessin animé. Et donc j'avais fait ça et j'ai publié sur ABL Sport pour voir si les gens arrivaient à trouver de quel sportif il s'agissait. Ça faisait un petit jeu, on va dire. Voilà, c'était uniquement du divertissement. Et sinon, je m'en suis pas vraiment servi pour des longs textes, étant donné qu'en plus je n'ai pas vraiment fait pour le moment. Et en plus, voilà, les textes que je fais, donc ouais, ils sont assez petits pour le moment. Et c'est vrai que j'aime bien mettre un peu ma sauce, on va dire. Mais c'est vrai que ce qu'on peut faire avec les IA, c'est assez impressionnant. L'outil est quand même assez dingue et je pense que c'est intéressant aussi de l'exploiter. Par contre, j'aime beaucoup l'idée du dessin avec l'IA afin de deviner un joueur en particulier. Est-ce que c'était simple de le deviner ce joueur? Ah bah écoute, si le public veut aller voir, elle est toujours disponible en story sur Instagram dans le Ok. jeu. Ça dépend, il y en a qui étaient mieux faits que d'autres. On va dire que ça pouvait se deviner, effectivement. Bah au pire, C'était envoie-moi le pas trop mal lien fait. et je la repartagerai directement sur le podcast. C'est plutôt Eh ben, avec grand intéressant. plaisir. Alors, quelles sont tes inspirations en tant que gérant d'un média sportif? Il y a beaucoup de journalistes qui m'inspirent, que ce soit déjà dans leur discours, mais aussi dans la façon dont ils transmettent leur passion. Un que j'aime beaucoup et qui est, on va dire, très peu connu si tu suis pas le tennis, c'est Benoît Mélin. C'est un journaliste qui est spécialisé donc, dans le tennis et il adore, voilà, j'adore l'écouter parler du tennis et on ressent vraiment toute sa passion pour ce sport. En plus, le mec, il est dynamique, ses analyses, elles sont assez cohérentes. Il y a un petit côté en plus foufou, donc je trouve que c'est un super représentant pour parler du tennis parce qu'il donne envie de regarder, quoi, tout simplement. Journaliste, il y en a tellement. Je pense aussi à un que j'aime beaucoup, c'est Mathieu Lartaud. J'ai une forte pensée pour lui aujourd'hui. On lui souhaite bon courage dans son rétablissement. Pareil, j'adore aussi l'écouter, que ce soit dans le rugby ou également un peu dans le tennis quand il commente Roland Garros. On sent que pareil, c'est un mec passionné et on espère qu'il reviendra très vite. Un que j'aime aussi beaucoup écouter, même si il y a beaucoup de gens qui le détestent, c'est Daniel Riolo. Alors ça va faire peut-être un peu débat, mais je suis pas toujours d'accord évidemment avec ce qu'il dit. Mais dans la majorité du temps, faut reconnaître que parfois, ouais, je suis d'accord avec ses discours, notamment lorsqu'il fait des constats, on va dire,
assez véridique. Je pense, quand il parle du Paris Saint-Germain, par exemple, ça peut paraître parfois très cru ce qu'il dit, parfois difficile, mais c'est vrai que voilà, il faut parfois frapper du poing sur la table et dire ce que l'on pense. Alors parfois c'est extrême, mais c'est intéressant aussi ce genre de personnage. Disons qu'il est assez brut. Ouais, c'est effectivement c'est le cas de le dire. Et parfois c'est des mots durs, parfois c'est peut-être injustifié, tout dépend. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là parce que la majorité on essaye d'être très objectif dans leur discours, essaye de faire quelque chose d'assez carré. Mais c'est vrai qu'il sort un peu des codes, donc c'est aussi intéressant à écouter, je trouve. Après, je le trouve assez objectif dans son discours pour avoir écouté quelques-unes de ses interviews. Le seul point, c'est que il va pas mettre les formes, quoi. Il va Oui, directement effectivement, balancer voilà, son c'est propos tel quel, et ça c'est le plaît ou coup à ça ne chaud, plaît pas. effectivement. Et est-ce que cette vision du journalisme, ça collerait avec la tienne? Ou t'aurais plutôt tendance à essayer de lisser tes propos? Ou peut-être un entre-deux aussi, hein. Ouais, je pense que ça dépend aussi au moment auquel tu réagis. C'est sûr que si tu réagis tout de suite après un résultat et que t'es pas d'accord avec quelque chose, bah voilà, faut y aller un peu de façon modérée parce que ta pensée peut dépasser un peu tes propos. Et il faut essayer de pas non plus faire polémique. Mais c'est vrai que taper du poing sur la table et dire ce qu'on ressent, c'est aussi très intéressant. Après, j'ai un caractère très différent, je pense, du sien aussi. Je pense que j'irai un peu moins dans le clash ou dans la brutalité. Je pense que j'essaierai surtout de défendre, d'être objectif. C'est quelque chose qui plaît peut-être plus aux gens. Je pense que c'est ça aujourd'hui ce qui est préféré dans le journalisme. Ok, c'était super d'avoir ton avis là-dessus. Je vais te poser une question un peu spéciale sur le foot, afin de voir la façon dont tu peux penser avec ton bagage culturel, ton expérience. Après des signatures très importantes comme Ronaldo, Neymar, Telles ou Moussa Dembélé, bon ça je sais pas, vois-tu la ligue saoudienne comme une future concurrente aux ligues européennes, ou alors le digne successeur de la ligue chinoise? Écoute, c'est quand même assez dingue ce qui se passe avec l'Arabie Saoudite ces derniers temps. On sait à quel point le Moyen-Orient et l'Arabie Saoudite, ils ont l'ambition d'influencer maintenant sur le football mondial. On l'a vu avec la Coupe du Monde en 2022 au Qatar. L'Arabie Saoudite a un projet depuis quelques années qui s'appelle Vision 2030, où en fait le but du pays, ça va être, on va dire, de différencier son économie. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, je crois que si les chiffres sont bons et que les chiffres que j'ai sont bons, c'est à peu près la moitié de leurs revenus qui concernent le pétrole et les activités pétrolières. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui va peut-être être moins acceptable dans quelques années. Donc il faut pour eux qu'ils arrivent à différencier, on va dire, leurs revenus. Et donc on sait que le sport et le football, ça peut être le moyen parfait pour cela. Et donc ouais, l'achat des clubs saoudiens, c'est quand même assez impressionnant. Tu as cité les noms, il y en a tellement. Il y a une possibilité de faire une compo assez dingue. En plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est diversifié. C'est pas tout une même équipe qui achète. Il y en a 3, 4, 5 qui partagent les joueurs, on va dire. Je pensais pas que ça irait aussi vite quand même sur le développement. En plus, ils vont être diffusés par Canal+ en France. Donc, pareil, ça peut faire attirer des gens, ça peut attirer des curieux. En plus du mercato XXL qui a été fait, il y a une possibilité pour les fans de sport de regarder ça. Donc, ça va être très intéressant. Tu as parlé de la Chine, mais je trouve que l'Arabie Saoudite, ça sent un peu moins le pétard mouillé, on va dire. La Chine, ils avaient attiré des noms sympas, effectivement, des Hulk, des Oscars, des Lavezzi. Mais c'est vrai que comparé à ce que propose l'Arabie Saoudite avec Ronaldo, Neymar, Benzema, ça paraît un peu plus séduisant sur le papier. En plus, le projet, il est vraiment différent, c'est pas vraiment le même. Voilà, on a plus, t'as peut-être pu le voir, ça a fait un peu de bruit sans vraiment en faire. C'est que l'Arabie Saoudite souhaiterait que le vainqueur du championnat saoudien puisse avoir une place en Ligue des Champions pour l'année prochaine. En plus, il va y avoir le nouveau format de la Ligue des Champions qui va pouvoir accueillir plus d'équipes. Et donc, alors, c'est peu surprenant quand on réfléchit parce que voilà, quand on voit toutes les recrues qu'ils ont fait, il y avait sûrement peut-être une idée derrière la tête. Après, la Ligue des Champions, c'est une compétition européenne. L'Arabie Saoudite, c'est pas un pays d'Europe. Mais voilà, ça peut pas forcément être un problème parce qu'il y a des disciplines, je pense au rugby par exemple, qui a accueilli des pays non européens dans sa Coupe d'Europe. On a vu l'année dernière que la Champions Cup, elle avait accueilli des clubs d'Afrique du Sud. Donc pourquoi pas aussi pour le football, surtout que le football, c'est quelque chose qui est très géopolitique, qui est très économique. Donc voilà, je pensais pas que ça arriverait de manière aussi prématurée
peut-être que je vais m'emballer un peu en disant ça, mais de toute façon, Mbappé nous l'a dit, hein, le football, il a changé. Mais est-ce qu'en fait, Pas on ne mal, serait ouais. pas actuellement en train d'assister à la fin un peu pas la fin, mais un football qui s'ouvre beaucoup plus au monde et un peu moins concentré en Europe, notamment pour les clubs où c'est la grande compétition, voilà, c'est la Ligue des Champions. Est-ce qu'on ne serait pas en train justement de s'ouvrir un peu au monde et d'attirer des regards différents? Donc c'est un débat vraiment très intéressant, très géopolitique et très économique surtout. Donc ça va être intéressant de voir ce que peut donner ce championnat saoudien. Alors je vais utiliser un terme choc pour vulgariser, mais c'est pas péjoratif. Est-ce qu'on pourrait voir l'Arabie Saoudite comme une ligue des papis actuellement? Et combien de temps cela pourrait durer Alors c'est vrai que la plupart des joueurs on va dire, assez vieillissants, hein. C'est vrai que Ronaldo, Benzema, c'est des mecs qui ont une grande carrière et qui peuvent se permettre, on va dire, de finir dans des championnats comme ça. Maintenant, il n'y a pas eu que des vieux. J'ai l'exemple de Saint-Maximin qui est vu en tête. Un mec qui pouvait encore prétendre à l'équipe de France et peut-être qu'il peut encore actuellement. On ne sait pas trop si Didier Deschamps va s'intéresser à cette ligue ou pas. Voilà, le mec a 25 ans. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce qu'il s'ouvre ou est-ce qu'il se ferme des portes en allant là-bas? Je pense aussi à Seko Fofana, qui est un peu plus vieux, mais qui aurait pu jouer la Ligue des Champions avec Lens cette année et qui part en Arabie Saoudite. Tu vois, c'est des choix comme ça. Alors, est-ce que maintenant, par l'avenir, les jeunes peuvent être aussi plus attirés par des championnats comme ça? En plus, s'il y a des grands noms qui vont, comme des Ronaldo, ça peut forcément donner envie de jouer avec ce genre de joueurs. Donc, moi, je pense qu'en tout cas, on est un peu moins dans le vieillissant qu'en Chine ou qu'au Japon, dans notre championnat. Après, effectivement, c'est pas non plus des joueurs extrêmement jeunes. Bon, super, je vais pas continuer sur cette question. Même si c'est très intéressant l'Arabie Saoudite, peut-être qu'on pourra Ouais, revenir c'est un débat là-dessus vraiment dans un autre passionnant format. et même le football en général, avec toutes ces idées géopolitiques et bien sûr l'économie qui est fondateur dans le sport et encore plus dans le football. Des débats vraiment intéressants à voir ce qui se passera par la suite. Alors, toute autre question, quels sont tes projets pour les mois à venir avec ABL Sport? Alors, il y en a quelques-uns. D'abord, on va dire que sur le moment maintenant, ça va être de continuer à développer progressivement à Sport. Pour le moment, je manque pas mal malheureusement de temps. J'ai les idées pour la suite, mais malheureusement, c'est le temps qui est mon principal ennemi, on va dire. D'abord, j'aimerais développer un peu plus les interviews sur le compte. Pour le moment, j'ai eu l'occasion d'en faire un seul, celle de Robin Berchiatti, donc, qui était champion du monde de VTT trial en 20 pouces l'année dernière. D'ailleurs, il y a quelques jours, il a été chercher une deuxième place. Donc, j'ai bien aimé le format de l'interview, ça avait plutôt bien marché aussi, les gens avaient été réceptifs. Mais pour cela, voilà, faut que je continue à me faire des relations avec des sportifs. Je me sers beaucoup de LinkedIn, alors mon compte perso, pour me créer vraiment un vrai réseau professionnel. Je trouve que c'est un super endroit pour pouvoir échanger et tu peux être pris plus au sérieux, on va dire, que sur des réseaux sociaux comme Instagram. Donc mon LinkedIn perso, il se structure très très bien. J'ai vraiment des noms sympas dans mes relations. Le but, ça va être pourquoi pas, une fois qu'on aura pu échanger avec eux, voilà, qu'on puisse les faire venir en interview. Ce serait vraiment sympa. Après, pour ce qui est des autres projets, il y a ce site web, comme j'en parlais tout à l'heure, qui est en développement. Ça a pris un peu de retard parce qu'en plus, c'est moi qui m'en occupe personnellement et vu, que, comme je l'ai dit, j'ai un peu moins le temps. Donc voilà, j'ai pas pu trop avancer sur la question, mais ça va pas tarder à arriver. Ça avance petit à petit. Et enfin, un projet qui serait plus sur le long terme, qui serait plus ambitieux, on va dire, c'est de pouvoir avoir un podcast où je peux parler de l'actualité du sport, inviter des gens, qu'on puisse débattre, un peu comme toutes les émissions que font RMC. Je trouve ça vraiment très intéressant, ce que font les grandes gueules, que fait l'émission de Jérôme Rotten. Enfin, il y a tellement de possibilités et je trouve que c'est intéressant pour les débats. Donc voilà, il y a des beaux projets en perspective. En tout cas, j'espère que les podcasts, c'est l'avenir, parce que vraiment, ça offre tellement de possibilités, ce format. Puis c'est tellement plus cru que ce qu'on peut voir maintenant avec les TikTok, enfin les formats courts en Ouais, général. effectivement, en plus, c'est simple à écouter. Voilà, tu as un trajet en voiture, tu mets ton podcast, t'as pas besoin spécialement en plus d'avoir d'image. Donc, effectivement, c'est simple à écouter. On peut le trouver sur tellement de plateformes maintenant que je pense qu'effectivement, ça peut être quelque chose d'intéressant pour l'avenir. Et j'aimerais pouvoir un jour avoir la possibilité de faire ça et on va travailler là-dessus. En tout cas, je te le souhaite, si tu le fais, on le repartagera. Merci. Nous en avons fini avec cette première partie de l'interview. Concentrons-nous maintenant un peu plus sur toi, ton parcours, ton expérience, tes anecdotes. Déjà, pourquoi as-tu créé ABL Sport? Alors, depuis que je suis en quatrième au collège, j'ai l'ambition de devenir journaliste sportif.
Alors c'est un métier entre guillemets qui est assez fermé et donc pour m'ouvrir le plus de portes possible et pour montrer mon expertise, bah, j'ai eu l'idée de créer ABL Sport. C'était l'occasion parfaite pour partager ma passion, de parler du sport et ça fait de nombreuses années que j'avais l'idée en tête. Ça a pris du temps, mais je me suis lancé. Alors, on en a déjà un peu parlé en dehors du podcast, mais pourrais-tu nous parler de ton parcours scolaire et de la façon dont il influence ton média? Alors j'ai un parcours assez classique. J'ai passé un baccalauréat général avec les options sciences économiques et sociales et géopolitique. Et donc une fois que j'ai obtenu ce baccalauréat-là, je suis parti dans une école qui s'appelle Winsport School, qui est une école de management du sport. Et voilà, j'attaque ma troisième année de bachelor en management du sport. Et quel était ton rapport avec le sport durant ton enfance et ton adolescence? Alors écoute, j'ai toujours été un fan de sport, aussi longtemps que je m'en souvienne. Ça a commencé avec des sports, je pense, très populaires, hein, comme le football, que je suis maintenant depuis tellement d'années. Et après, au fur et à mesure, bah, il y a des sports qui sont venus s'ajouter à mon expertise. Mais j'ai toujours eu un bon rapport avec le sport. J'ai beaucoup pratiqué en club aussi quand j'étais plus jeune. J'ai fait du football, j'ai fait du rugby, j'ai fait du tennis, du VTT. Je touchais à pas mal de choses différentes. Et voilà, je suis un véritable passionné. Moi, je suis le genre de personne qui peut passer la journée entière à regarder les JO, même si je suis pas un fan des sports ou que je comprends pas tout. J'ai pu moins le faire malheureusement en 2021 avec les JO de Tokyo, parce que voilà, maintenant on est de plus en plus confronté au monde du travail. Mais je me rappelle qu'à Londres, effectivement, et à Rio, j'avais passé des grandes journées de sport et j'ai plein de souvenirs qui me viennent en tête. Il y en a tellement. Si je commence à en parler, je pense que l'interview va jamais se terminer. C'est marrant parce que tous les sports que tu as pratiqués, au final, on peut les retrouver sur ton média presque. À moins que tu les aies pas tous Ouais, cités. effectivement, c'est ceux que je mets le plus en avant, on va dire, parce que c'est là où j'ai le plus d'expertise, c'est ceux qui me passionnent le plus. C'est vrai que j'ai parfois l'impression, malheureusement, de délaisser certains sports un peu moins connus, mais il faudrait que j'arrive à un peu corriger ça. Ça va être l'un des projets aussi pour la suite, d'essayer de toucher même encore d'autres sports. Est-ce que tu aurais un petit péché mignon pour un sport en particulier? Ah, c'est compliqué, hein. Un autre sport, hein, un Euh, sport que t'as pas cité? un sport qui est très intéressant et qui est encore plus à la mode depuis quelques années, on pense forcément à la Formule 1, qui est un phénomène qui a vu franchement EP depuis quelques années et en plus c'est super bien médiatisé. Il y a des grandes courses, c'est quelque chose vraiment d'intéressant à suivre et il y a du suspense donc on aime ça et c'est vrai que je suis ça aussi depuis quelques années. Je le faisais moins quand j'étais petit, mais maintenant c'est vrai que je suis bien. Non, c'est super. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut lancer son propre média sur le sport? Alors d'abord, si je dois donner des conseils aux gens, ce serait déjà de ne pas faire comme moi, hésiter à se lancer. Si j'aurais su, j'aurais même lancé quelques années avant. Ça m'aurait rien coûté en termes de, on va dire qu'au lycée, on a un peu plus de temps pour faire ce genre de choses. Et je regrette de peut-être pas l'avoir fait quelques années avant. Mais en tout cas, voilà, ce que je peux vous conseiller, c'est surtout voilà, d'essayer, de persévérer, même si parfois les statistiques sont pas encourageantes. Faut pas se décourager. Et je pense que la patience paye toujours. Et après, ce que je peux également vous conseiller, c'est que si vous avez la chance d'avoir du temps à consacrer, essayez d'être régulier et allez-y à fond, c'est génial. Moi, mon problème, ça a été que ma formation prend quand même pas mal de temps. J'ai des cours, j'ai des stages, j'ai des jobs étudiants en plus à côté parce que forcément, faut se faire aussi un peu d'argent. Et voilà, Sport à des moments a été malheureusement un peu délaissé, notamment certaines semaines de l'année où j'étais pris 7 jours sur 7. Donc voilà, si je voulais avoir des bons résultats scolairement et pouvoir être bon aussi également dans les jobs que je fais, il fallait que je fasse des sacrifices et Abel Sport en a fait partie malheureusement. Après, il faut quand même préciser que tu trouves pas d'excuses et t'es quand même hyper régulier, hein. J'ai regardé sur ton compte. Franchement, il y en a plein qui sont dans cette situation, ou alors qui se disent dans cette situation, et qui vont faire peut-être 4-5 posts à l'année. Toi, t'es quand même hyper productif. Faut le préciser quand même. Ouais, effectivement, j'essaye quand même au moins alors, il y a des moments où j'arrive à tous les jours, des fois un jour sur deux, des fois deux, trois fois par semaine. Ça dépend. Mais je sais que je pourrais, si j'avais 100% de temps, je pourrais faire tellement plus et je pourrais faire ça aussi tellement mieux. Après, j'ai des petits regrets par rapport à certains événements. On a eu la Coupe du Monde il n'y a pas si longtemps et c'est tombé dans la période de partiel où
était bien fast et bien compliqué. Et j'ai pas pu faire grand-chose sur la Coupe du Monde, alors que c'est quelque chose qui a tous les 4 ans. Et ça aurait pu tellement attirer les gens sur Abel Sport. Donc j'ai un gros regret par rapport à ça. Et donc maintenant, faut essayer d'être prêt pour la prochaine. Ah, c'est clair, il y a plein d'opportunités dans l'avenir. En tout cas, je pense que tu pourras en saisir quelques-unes et je te souhaite que ça puisse prendre. Alors, qu'est-ce que ton média a pu apporter dans ta vie personnelle? Bah, j'apprends déjà beaucoup de choses par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux et des médias sociaux. C'est quelque chose qu'on fait en cours, qu'on nous apprend, voilà, comment faire de la bonne communication, notamment lorsque tu crées un événement. C'est un peu le même système au final. Mais c'est vrai que maintenant, voilà, j'ai une maîtrise, je pense, des réseaux sociaux qui est plutôt intéressante. On apprend aussi avec les... C'est en faisant qu'on apprend et c'est en faisant des posts que je m'améliore. Plus j'en fais, plus je comprends ce qui marche et ce qui marche pas. Et surtout, ça peut permettre d'être le moyen de communication idéal. Donc ça peut aussi servir dans tellement de métiers. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je m'y suis mis tard, on va dire, dans tout ce débat des réseaux sociaux et dans la façon de s'en servir. Aujourd'hui, je le fais de manière très régulière. Alors là, ça va être une question un peu plus perso. Comment ton entourage voit-il ton projet? Sont-ils plutôt craintifs et réticents ou te soutiennent-ils pleinement dans ta démarche? Alors, ils m'ont toujours, vraiment toujours soutenu dans le projet, que ça soit d'abord avec l'ambition de devenir journaliste, qui est quelque chose que maintenant j'ai depuis quelques années, mais même avec le sport, où d'ailleurs c'est ma famille qui m'a beaucoup poussé à le faire parce que j'avais l'idée depuis quelques années. Et eux, ils trouvent aussi également que c'est une bonne idée. Ça peut que être bénéfique pour l'avenir et ça peut m'ouvrir tellement de portes que voilà, je vois pas pourquoi je le ferais pas. Et donc, ils m'ont beaucoup soutenu, que ce soit ma famille et mes amis qui me soutiennent, voilà, que ce soit dans leurs likes ou même dans les commentaires. Ça fait toujours super plaisir. Ça peut paraître très peu, mais c'est vrai qu'un like, ça touche beaucoup parce qu'on y passe du temps et c'est une bonne récompense au travail qui est fait. Donc, c'est vrai que d'ailleurs, j'en profite pour les remercier pour leur soutien. Non, c'est clair, d'ailleurs, je trouve que les gens sont assez timides à ce niveau-là, entre guillemets. Ils osent pas forcément mettre des likes à chaque fois, mais quand t'es créateur de contenu et que quelqu'un like à chaque fois, ça fait toujours super plaisir. Peu importe qui c'est d'ailleurs, Ouais, il hein. y en a qui sont extrêmement réguliers, qui like tout le temps. Donc je remercie vraiment ces gens-là. Enfin, il y a des connaissances aussi après. Mais même ces gens-là, ça apporte beaucoup parce que ça fait du référencement, mais aussi pour le moral. C'est vrai qu'on a l'impression de faire ça au moins pour quelqu'un et on a l'impression qu'on touche quelqu'un. Donc voilà, ça peut paraître insignifiant, mais c'est vrai que ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Non, surtout que toi, t'es assez honnête sur ton contenu. Enfin, j'ai regardé, t'essayes pas de faire des dingueries à tes abonnés ou quoi. Non, non, effectivement, il n'y a pas de putaclic. Sauf pour le 1er juillet, enfin le 1er avril, pardon, où je me suis fait une petite blague parce que voilà, c'est 1er avril. J'avais mis effectivement que Cristiano Ronaldo allait signer à Angers pour les aider à rester en Ligue 1 l'année dernière. Bon, Donc ça, voilà, après, mais c'était le 1er avril, on peut se le permettre. puis c'est assez drôle quand même. Voilà, c'est ça, je pense que très peu de gens y ont quand même cru. Donc c'est pas de la fake news qui est nuisive, on va dire. Alors, si tu pouvais te spécialiser dans un domaine bien particulier, un sport, une ligue, un sportif, ce serait quoi ou qui? Alors, ça revient un peu à la question de tout à l'heure qui est pas évidente. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai la chance, et je pense que c'est un avantage, c'est que je touche à beaucoup de sports différents. Et ça peut me permettre d'ouvrir plus de portes parce que il y en a qui veulent devenir journaliste, mais qui touchent à un ou deux sports seulement. Et donc, c'est vrai que ça va m'offrir, je pense, des opportunités, le fait que j'ai une maîtrise de beaucoup de sports différents. Maintenant, si je dois en choisir un, c'est pas facile, hein, parce qu'il y a tellement de belles compétitions, il y a tellement de beaux événements. J'aimerais pourquoi pas, hein, si je dois en choisir un, c'est pas facile, hein. Je pense au tennis là parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un sport assez sous-coté et je trouve qu'il y a vraiment une possibilité de le mettre encore plus en avant parce que ça peut transmettre des émotions extraordinaires. Enfin, Roland-Garros, c'est génial. Là, dans quelques jours, il y a l'US Open. J'ai hâte de pouvoir suivre ça. Donc, ça va faire des bonnes nuits, le décalage horaire. Mais voilà, c'est si j'ai un jour l'opportunité de faire dans les quatre que je t'ai dit tout à l'heure, c'est déjà que j'ai réussi mon pari. Ah oui, remarque, ça peut être une bonne question. Est-ce que cela affecte ton sommeil, cette activité, en plus de tes cours, de tes travaux? Alors, ce que je fais, c'est d'abord, je publie pas la nuit parce que déjà,
on va dire que la plupart des gens dorment et tu vas, on va dire, t'offrir moins de possibilités que tes publications soient vues. Donc j'évite de publier non plus trop tard, en plein milieu de la nuit, sauf si c'est vraiment une grosse breaking news super intéressante et il faut publier maintenant. Mais sinon, non, le soir, par contre, je crée les visuels des contenus pour le lendemain, ou même pour plus tard, ou pour de futures compétitions. Il y a beaucoup qui sont faits en avance. Il y en a d'ailleurs que j'avais fait en avance et que j'ai jamais utilisé. Bon, ça arrive, c'est comme ça. Mais effectivement, là, la nuit, je m'en sers plutôt pour la création de visuels. Mais du coup, t'arrives quand même à dormir la nuit ou c'est compliqué? Oui, oui, effectivement, quand même, je suis quelqu'un qui a besoin de sommeil, donc je sais poser les bases, on va dire. Si j'ai besoin de dormir, voilà, Abel Sport attendra un petit peu. De toute façon, pour le moment, je peux pas non plus me donner à 100%, donc je me dis que bon, c'est pas parce que je vais me coucher 1 ou 2 heures plus tard que ça va changer quelque chose, malheureusement. Mais si un jour j'ai la possibilité d'être à 100% dans ce domaine-là, je m'y donnerai à fond. Non, je suis complètement d'accord. Et avant d'en finir avec une dernière question, j'aimerais t'en poser une assez spéciale. Aurais-tu une anecdote croustillante à nous raconter en rapport avec ton expérience? Voilà, il y en a beaucoup. Par rapport à Bell Sport, déjà, c'est cool parce que j'ai pu avoir quelques petits sportifs. Alors, quand tu es très spécialisé dans un sport que tu peux connaître, donc c'est cool parfois d'avoir des likes de champions du monde, de champions olympiques, de joueurs de foot que qu'on connaît pas si on suit pas le foot, mais c'est vrai que c'est toujours des choses qui font plaisir parce que ton contenu est vu par les principaux acteurs de ton domaine, donc c'est assez cool. Et j'ai une anecdote, ouais, je sais pas si tu connais le tennisman Holger Rune, donc très jeune joueur qui est né en 2003, donc qui a 20 ans, et qui est un des talents du tennis mondial, numéro 4 mondial, enfin, ça fait quelques temps qu'il marche très très bien. Et ça fait depuis des années, depuis le début d'Abel Sport, à chaque fois que j'ai eu l'occasion de faire des publications sur lui ou en rapport avec lui, et ben, il likait. Donc c'est assez cool. D'ailleurs, même parfois, je faisais des sondages pour des résultats de match. Alors je disais, ah, qui va gagner ce match aujourd'hui? Et parfois, c'était ce qui était assez marrant, c'est qu'il répondait aux sondages, notamment les sondages qui le concernent lui. Alors qui va gagner aujourd'hui entre Djokovic et Holger Rune? Ah, ouais, il a voté pour lui. Donc c'était des choses assez marrantes. C'est vrai que quand on y pense comme ça, c'est ouais, c'est assez cool et ça me fait beaucoup rire. D'ailleurs, même sa maman me like aussi très très souvent. Donc la famille a l'air très productive et c'est assez cool, ça fait plaisir, hein. Même aujourd'hui, même s'il est numéro 4 mondial, il like encore de temps en temps des posts, donc c'est assez marrant. Non, c'est pas mal ça. Même toute sa famille qui vient liker tes publications. Non, franchement, Ouais, c'est la une super maman est très anecdote. productive aussi. Un petit mot de la fin à adresser à nos auditeurs pour en conclure avec cette interview. Alors déjà, j'aimerais te remercier toi de m'avoir invité dans ce podcast, c'est vraiment génial. Voilà, je suis content de pouvoir parler de mon projet. C'est gentil de m'avoir laissé cette opportunité de le faire. Donc, je m'adresse maintenant aux auditeurs. Si vous voulez aller voir les précédents podcasts d'Anubis Media, n'hésitez pas à le faire. Voilà, c'est toujours très intéressant. Donc, merci à toi de m'avoir invité. Je m'adresse aussi à vous pour vous, voilà, si vous voulez aller voir ce que je fais avec ABL Sport, n'hésitez pas. On est présent sur les différents réseaux sociaux. On en a parlé dans l'émission. Donc, ce serait un immense plaisir de vous accueillir dans cette grande famille qu'est ABL Sport. Et enfin, je venais un peu déjà parler tout à l'heure, mais merci à tous ceux qui soutiennent maintenant le projet depuis le début ou en cours de route. Tous mes amis et ma famille qui likent ces posts. Voilà, ça peut paraître pas grand-chose, mais ça fait toujours plaisir et je les remercie. Eh bien, merci pour la petite pub de mon ancien podcast. Et c'était très touchant tout ce que tu as pu dire précédemment. Donc, ABL Sport, allez voir sur tous les réseaux sociaux, X, j'allais dire Twitter, Instagram, TikTok aussi maintenant. Oui, TikTok, on essaye d'être. Alors, je suis moins régulier, mais c'est vrai qu'en plus, les statistiques sont loin d'être affreuses que je fais sur TikTok. Donc, faut que j'essaie d'en faire plus souvent. Donc, allez voir son compte TikTok. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve bientôt pour un prochain podcast de Newcomers. À la prochaine. Je te remercie de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Newcomers.